Bonsoir à tous, toutes nos excuses pour le souci enregistré à l'entame de ce journal. Bienvenue donc à ce journal, les titres de votre journal. Demain, c'est jour de vérité pour les candidats au baccalauréat de l'enseignement général. À la veille de l'examen, l'heure est aux ultimes révisions. La tension monte, les nuits s'annoncent blanches, entre stress et espoir. Une fièvre bien particulière s'est emparée des élèves. Reportage dans ce journal. À Ambam, un drame bouleverse la communauté. Deux adolescents, élèves au lycée de Man, se disputent violemment autour d'un conflit familial. L'un, âgé de 12 ans, tire sur l'autre avec l'arme de son père. La victime meurt sur le coup. L'émotion est vive. La population est sous le choc. Retour sur ce fait divers tragique. À Douala, une mère soupçonnée d'un acte irréparable. À Ndokpassi, une jeune femme de 35 ans est accusée d'avoir tué son bébé, retrouvé mort ce dimanche matin. Le nourrisson, né à domicile il y a quelques jours, aurait été transporté dans un centre de santé. Mais son destin a brutalement viré au drame. Les habitants sont révoltés. Enquête dans ce journal. Et puis, place au cahier des grands airs. Ce soir, cap sur Berthois pour découvrir le coco. Ce plat typique de l'Est à base de feuilles de coq, chouchou des Baya et Kako. Ce mets forestier se marie à merveille avec du couscous manioc robuste. Un plat de guerrier devenu une star des tournes d'eau. À déguster sans modération dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant. Aïe. Merci de nous suivre également sur nos différentes plateformes numériques. La ville d'Ambam est sous le choc depuis hier. Une querelle entre deux adolescents a viré à un drame. Une dispute autour des biens familiaux s'est soldée par un meurtre. L'un des jeunes, emporté par la colère, a saisi le fusil de son père pour tirer sur son camarade. Récit d'une tragédie qui secoue toute une communauté. Haroun Nazira, Narcisse et Nama. La dispute de la mort, c'est ainsi que les habitants d'Ambam perçoivent l'acte qui a coûté la vie à ce jeune garçon. Âgé de 12 ans, il a été arraché à la vie par son jeune voisin. Tout est parti d'une dispute autour des biens immobiliers de leurs différentes familles. Un échange qui, peu à peu, laissera place à la violence. Les deux adolescents, emportés par la colère, vont se lancer chacun des piques. Le voisin de la victime, ne pouvant plus supporter la situation, va se munir de l'arme à feu de son géniteur. Un seul tir suffira à ôter la vie au lycéen de 12 ans. Celui-ci va rendre l'âme sur le champ avant d'être transporté à la morgue de l'hôpital régional d'Ebolova. Cette situation a plongé la ville d'Ambam dans une ambiance morose. Les habitants se posent mille et une questions pour comprendre ce phénomène. La victime et son présumé assassin sont tous les deux élèves au lycée de Man, dans la vallée d'une Thème, au sud du Cameroun. Yokadouma, dans la région de l'Est Cameroun, la consternation a pris ses quartiers à Moandang ce 25 avril. Ce 25 mai, 4 corps sans vie, tous membres d'une même famille, ont été découverts dans une maison qui, depuis vendredi, ne laissait plus échapper le moindre signe de vie. C'est une odeur pestilentielle, insoutenable, qui a alerté un voisin. Poussé par l'inquiétude, il est devenu malgré lui le messager macabre d'un drame familial. Son appel a brisé le silence, précipitant l'arrivée des forces de l'ordre.
Les portes enfoncées ont cédé sous les coups. Derrière l'horreur, 4 corps en état de putréfaction. Tatiana Gekam, son père et ses 2 enfants, une famille entière raillée du tableau de la vie. Le père portait une plaie béante au cou, une entaille nette, rouge sang, un geste fatal, presque rituel égorgé. Les enquêteurs sous le choc ont ouvert une enquête dans la ferme Intervention. Intention donc de faire tomber le voile sur ce macabre. Les habitants, eux, restent suspendus à une question. Pourquoi ce drame? Et toujours dans le registre des faits de société, un accouchement vire au drame dans le quartier Ndorpassi à Douala 3e. Eh bien, une femme a donné naissance jeudi dernier avant d'être prise en charge dans un centre de santé de la place. Cependant, quelques jours après la venue au monde de son bébé, le corps sans vie de ce dernier est retrouvé au petit matin de ce dimanche près de sa génitrice. Une situation qui a suscité le courroux des habitants du quartier qui l'ont rapidement accusé de d'avoir donc tué son enfant. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse avec Lesline Poumetia et Thierry Nana. Devant ce centre médical, une foule en colère, prête à en découdre. À l'intérieur, une femme avec un nouveau-né décédé. Nous sommes au lieu d'Indorpassi plage, dans l'arrondissement de Douala 3e. Je suis très choquée et désolée même parce que c'est quelqu'un qui a 3 enfants. Selon moi, il faut d'abord savoir si c'est elle qui a tué. L'enfant est venu au monde jeudi dernier, dans ce domicile du quartier Ndorpassi, avant d'être conduit dans ce centre de santé. Son séjour sur terre n'a duré que quelques jours. À 2 heures, l'enfant pleurait. Moi, comme les enfants pleurent, on nous a tués pleurer dans la nuit. Que c'est ça, j'ai quitté l'enfant, j'ai déposé. Il a dormi. À 5h30, il est mort, je constate qu'il est comme ça. Même mon premier fils de cours apparaît. Une mort qui suscite des questionnements. Est-ce que le père donnait l'argent de visite? Est-ce que le père faisait ci, le père faisait ça? Parce que même à cause de la souffrance, elle peut arriver à ces niveaux. Ce décès n'est pas un cas isolé. C'est le 2e enfant de sexe masculin que cette femme de 35 ans perd après accouchement. Peut-être dans la famille, là, on ne sait pas, ou c'est un esprit qui passe pour tuer les garçons dans la famille, ou c'est elle-même la fille qui tue son propre enfant, on ne sait pas. Les premières informations recueillies au centre de santé font état d'une mort naturelle. C'est à 6 heures qu'on veut prendre les paramètres, qu'on constate. Et puisque la maman se lamentait pas, c'est ça qui a suscité un peu le négatif dans ce que nous sommes en train de passer. L'enfant effectivement est décédé, il n'y a pas de signe de violence, l'enfant n'est non plus cyanosé. Toutefois, ça peut nous échapper d'autres signes. C'est pour ça qu'on va envoyer l'enfant à l'hôpital de Dissy de Nilon pour plus d'enquêtes. L'affaire est actuellement entre les mains du commissariat du 14e. Sous les vrombissements de moteur, un engin destructeur à l'œuvre. Les stigmates de cette percée forcée sont visibles. Murs renversés, poteaux et arbres fruitiers déracinés, sillons transformés en boulevards ouverts. Ce paysage encore vivant et nourricier hier n'est plus qu'un champ de ruines. J'ai un lot de 2500 mètres carrés où j'ai mis les arbres fruitiers, les plantains, le maïs. On a tout raclé, divisé le terrain en 3 mètres au sol. Tout à l'heure, je suis arrivé trouver qu'il y a même des épis de maïs qu'ils ont cassés, ouvris pour voir si ça en mature, comme elle est un peu grande là. Je ne sais pas si c'était pour emporter. Vraiment, je suis dépassé. J'ai travaillé toute ma jeunesse, acquis ça pour préparer ma retraite. Et la personne qui vient ne tient même pas compte des champs, et ni même des investissements, des constructions, des mises en valeur des gens. Ici, plus de 50 familles avaient posé leurs espoirs. Sur près de 19 hectares, elles ont investi, bâti et cultivé. Les actes notariés étaient en règle. Le titre foncier dûment enregistré. Pourtant, mon terrain, je l'ai acquis devant le notaire.
le titre 2742 en 96. Là où je suis dépassé par la catastrophe. Parce que les nouveaux routes qu'on crée ont balayé tous mes cycles. Les 20 millions sont déjà tombés en l'air. Je travaillais en 15 ans. Je ne suis rien là où je suis. Je suis fini. J'apprends déjà mes bagages pour rentrer au village. L'État, garant du droit, avait donné sa bénédiction. Mais l'illusion de sécurité n'a pas résisté à la brutalité. Une baronne, comme on l'appelle ici, est sortie de l'ombre familiale, présente pourtant à un conseil de famille et a acté le partage de cet héritage, procès verbal signé. C'est vrai, le PV a été signé, mais maintenant, pour qu'on récupère nos... Ils n'ont jamais sorti le titre foncier. La dissidence s'est créée en famille et s'est ravisée après coup. Dans un réseau aux ramifications discrètes et alliances, elle a obtenu en 2021 l'annulation du titre foncier en vigueur et un nouveau établi en avril dernier. La suite, une opération méthodique d'éviction. Même si c'est un nouveau titre foncier, je crois qu'il y a une procédure à suivre pour ceux qui occupent ce titre foncier, ceux qui sont installés depuis 1996. Le titre foncier est annulé en novembre 2021. Ils ont demandé de réhabiliter ce titre. Le ministre a envoyé une commission juridique du ministère de Madame. Ils ont ils ne pouvaient pas. Les champs ont été rasés, les constructions démolies, les familles dispersées. La baronne et les siens ont enclenché le morcellement, policiers en appui, comme un conquérant redistribuant les terres d'un royaume pris à l'assaut. Ses mains endurcies par les travaux récoltent finalement les pleurs. Vivement donc la fin de ce litige foncier qui touche une cinquantaine de familles à Soa, banlieue de Yaoundé. Et demain débutent les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général. Les candidats en fonction de leur série ont 4 à 5 jours pour restituer ce qu'ils ont appris tout au long de l'année. À quelques heures, nous sommes allés à la rencontre de quelques candidats. Ils sont pour certains handicapés et d'autres vivant tout seuls, loin de leurs parents. D'autres précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Luc Mbondo. Les doigts de Yahweh glissent sur ces leçons écrites en braille. À quelques heures du jour J, ce candidat au baccalauréat A4 espagnol revise par cœur comme un mantra. Ça va, j'ai bien assimilé certaines de mes leçons, bon la plupart de mes leçons. Et là, je pense que je suis capable d'écrire et voilà, de réussir mon examen. Malvoyant mais déterminé, Yahweh Bilikis Wujoda sait que l'épreuve sera rude, surtout avec ses matières au contour brumeux. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 24 heures dans le stress monte au fur et à mesure que le temps avance. Non loin de là, à Bonas, un autre camp de révision a pris forme. Le lit transformé en table d'études, Joséphine, Viviane et Lucrèce feuilletent sans cesse. Les équations et les synthèses tournent en boucle dans leur esprit. Les calculs font peur. Maman, on ne révise pas, maman. On ouvre le cahier, non. On lit, on regarde, on ne lit même pas, on guette seulement. On voit ce qui se passe, ce qui est écrit. Je ne vais pas dire qu'il révise là maintenant. C'est que je guette juste. Ça peut... Mais ce soir, les jeunes filles misent sur la mémoire et l'espoir. Sinon, ça va. Un peu le stress, mais c'est bon, ça gère. Si l'adage, le dernier coup d'œil paye, revient comme un leitmotiv, un autre dit qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Demain, c'est l'heure de vérité. Et ce soir, les rêves ont un goût d'encre et de sueur. Et à quelques heures du début des épreuves, l'effervescence est palpable aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural. Nos reporters ont suivi les derniers préparatifs d'une candidate installée en pleine campagne. Un portrait sensible dans un univers singulier, signé Walter Bertrand et Dimitri Kuyaté. Alexia Thérèse Métédé, 17 ans, élève de Terminal C au lycée de Djounamba-Mogoum par Bafoussam, s'apprête à affronter les épreuves écrites du baccalauréat. Visiblement confiante, elle composera au sous-centre de Gouaché. Bon, pour moi, je suis stressée, mais pas tellement, parce que j'ai confiance en moi. Bon, durant tout mon travail de l'année, je sais que je peux remédier à la situation. Élève assidu, précaire et moyen
11 sur 20 obtenus au premier, deuxième et troisième trimestre milite en sa faveur et renforce sa motivation et sa détermination. Au cours de l'année, on s'est préparé de façon exponentielle. Donc, premier trimestre, on a bien fait les cours, les premiers cours, les prérequis, le résumé, tout ça normalement. Deuxième trimestre, même chose. Troisième trimestre, on a attaqué avec les anciens bacs et anciens épreuves zéro. Deuxième enfant d'une fratrie de 6, elle vit en zone rurale avec ses grands-parents. Avec tout cela, je me sens très fière et j'ai une détermination pour l'examen qui se tiendra demain. Son emploi du temps, ce dernier jour aussi entre révision au domicile familial, adoration à l'église, surtout après une bénédiction et onction des grands-parents. Le coup d'envoi du baccalauréat sera donné lundi 26 mai 2025 sur l'ensemble du territoire national. Et à quelques heures, l'heure n'est non seulement pas à la concentration, mais aussi à la prière pour ces milliers de candidats au baccalauréat de l'enseignement général et à Yaoundé. Une messe vient d'être célébrée à leur intention à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé, d'où nous retrouvons tout de suite Daniel Anissé-Boudié et Samuel Ebakissé. Bonsoir Daniel. Bonsoir Delphine, c'est une messe dominée ce soir ici en la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé par des prières de bénédiction sur les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général qui affrontent dès demain matin les épreuves écrites. On les a aperçus en grand nombre intégrer la chapelle ici tout à l'heure avec leur matériel de composition, traceuses, stylos, entre autres, pour faire béni par le curé. Mais pour l'Église, il s'agit bien plus de la bénédiction de leurs intelligences afin que tous les enseignements qui leur ont été prodigués tout au long de l'année, qu'ils les mettent en pratique dès demain devant les épreuves avec bien sûr la guidance du Saint-Esprit. La messe spéciale se poursuit donc ici et c'est à la fin qu'il y aura une grande prière de bénédiction suivie de l'imposition des mains sur ces candidats. Depuis la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, donc à Yaoundé, pour Canal 2 International, Daniel Anissé-Boudié et Samuel Ebakissé. Merci Daniel Anissé-Boudié. Et dans la suite du 20h, le premier vol H 2025 a décollé ce dimanche matin depuis l'aéroport civil de Koutaba. Après 33 ans d'inactivité, ils sont 167 fidèles musulmans originaires du département du Noun à s'envoler pour l'Arabie Saoudite dans l'espoir d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Le départ s'est déroulé sous l'œil bienveillant du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Le reportage de Lesline Poumetia et Nourdine Djoya. Ils sont 167 pèlerins originaires du Noun à quitter le Cameroun pour le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Une première pour cet aérodrome qui n'a pas fonctionné depuis 33 ans. Ce dimanche, la joie est immense pour ces fidèles musulmans. Tout le monde est dans la joie, tout le monde est content. Et nous disons un grand merci au gouvernement de la République. Tous les pèlerins étaient là. Nous voyageons pour prier. Le tout dans une ambiance chaleureuse, en présence des parents, amis, proches et connaissances. Si vraiment nous pourrions prendre notre vol ici à Koutaba, ça nous fera vraiment plaisir. C'est une joie énorme. Cette mobilisation est le fruit d'un travail de fond mené par les agents de Camerco et l'appui du gouvernement camerounais. Nous avons commencé ce travail il y a très longtemps. Et je vais dire merci à tous les gens qui ont œuvré pour que ce soit possible. Merci. Le chef de l'État qui a autorisé que cela soit possible. Nous sommes en train de remercier les membres du gouvernement, donc de l'administration territoriale de transport, les autres partenaires. Avant le départ, ces pèlerins ont pris l'onction de Nabil Wambo Djoya, sultan de Bamoun. Rappelons que le Hajj, au pèlerinage à la Mecque, constitue le 5e pilier de l'islam, obligatoire pour tout musulman qui a la possibilité de l'accomplir. Une délégation de parlementaires s'est rendue à Ngoro dans le Mamekim pour échanger avec les populations, un échange direct et sans filtre, conduite par le sénateur Nicole Okalia et le député Moustapha Saya. Les élus ont prêté une oreille attentive aux doléances des habitants, manque d'eau potable, coupure d'électricité, routes dégradées, accès difficile aux documents administratifs. Les préoccupations sont nombreuses et appellent des réponses concrètes. Le reportage de Titi Freeman et Espoir Anissé Baïha. L'arrondissement de Ngoro
comme plusieurs localités de la région du centre, fait face à une série de défis structurels. Des réalités touchées du doigt par les parlementaires au cours d'une descente sur le terrain qui leur a permis de recueillir les principales préoccupations des populations. Au rang de celles-ci, l'état critique des routes, la pénurie d'eau potable, l'absence d'électricité stable et la lenteur dans la délivrance des actes d'état civil. Nous avons écouté les plaidoyers, nous rendrons fidèlement compte également à l'exécutif et je sais, non seulement pour l'intérêt des populations du Mameky mais du Cameroun en général, des projets maturés en cours verront le jour. Les élus ont profité de cette première étape de leur tournée pour dresser un état des lieux des projets en cours et faire un point sur les actions menées à l'Assemblée nationale et au Sénat en lien avec le développement local. Une démarche saluée par les populations qui y voient une preuve de proximité et d'engagement. Je suis satisfaite parce que nos parlementaires ont touché de doigt la réalité des difficultés que nous pouvons rencontrer chez nous. Nous autres militants RDPC de l'arrondissement de Ngoro devons être comme par le passé, en rang serré derrière le président Paul Biya. Au-delà des enjeux de développement, les parlementaires ont aussi pris le temps de s'entretenir avec les responsables politiques locaux, avec un appel renouvelé à l'inscription massive sur les listes électorales. Notre but n'est pas de faire élire le président, parce qu'il est déjà élu chez nous. Notre but est de monter le pourcentage, c'est-à-dire d'avoir 100% à l'élection qui arrive. En mettant l'accent sur l'écoute et l'action de terrain, cette initiative parlementaire s'inscrit dans une dynamique de gouvernance de proximité. Un signal fort adressé aux populations souvent confrontées à l'oubli institutionnel. Dans le cahier des grands airs ce soir, rien de mieux qu'un bon plat de coco. Un plat typiquement de l'Est Cameroun. Ce mets forestier à base de feuilles de coque fait vibrer les papilles abertois. Les peuples Mbaya et Kako ne s'y trompent pas. Ce plat des guerriers à la fois nourrissant et revigorant est aujourd'hui prisé presque partout. Bon couscous de manioc robuste, le fidèle allié du coco. Partageons ce moment en gastro avec Roméo Tinan et Kizito Koumaï. Dans ce restaurant de fortune au quartier Mokolo-Kansik à Bertois, Dylan et Biloa sont des inconditionnels du plat de coco chaque week-end. Le choix du coco, c'est dimanche. Je ne sais pas pour mais c'est vraiment merveilleux. C'est appétissant en fait. Juste que les dimanches, quand on se repose, on va venir manger un peu. Plat culinaire de l'Est fait à base des feuilles de coque. Et pour mieux percer le mystère de cette recette tant convoitée, direction le grand marché. Ici, les femmes comme Diane viennent s'approvisionner. Ingrid est une vendeuse du haut coq dans le secteur. Ça, on prend le temps. On sert le temps à 100 francs. Plusieurs personnes préparent donc le coq sucré, le coq bassal et le coco de l'Est. Diane, pour son menu, doit se rassurer d'avoir acheté tous les ingrédients pour la cuisson avec de la viande de bourse. C'est le résultat final. On a pu obtenir notre sauce de coco. C'est ça ici. Les vertus du coco sont diverses. Plus thérapeutique et vitaminé, prisé avec du couscous de manioc robuste chez les peuples Gbagna et Kako du Cameroun et de la RCA. Ces feuilles se trouvent dans les 4 départements de l'Est. D'ailleurs, sa saveur a inspiré des artistes musiciens locaux. Bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International qui se poursuit. Général.